Je vais vous parler d'un ouvrage que je viens de faire paraître qui s'intitule La monstruosité en face, donc les sciences et leurs monstres dans la fiction. Le terme de monstre est évidemment un terme qui est passablement connoté. C'est un terme qu'on utilise peu aujourd'hui, sinon de manière métaphorique. Alors, il faut le baliser un peu. C'est un monstre dans la fiction et des fictions qui sont liées aux sciences, où les sciences jouent un rôle. Donc, c'est un livre qui se situe tout à fait dans l'esprit de la collection Cavale que je dirige. Il s'agit de se demander comment des œuvres de fiction peuvent penser le rapport au savoir en général. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que la fiction romanesque peut dire des sciences réelles ou fantasmées dans un cas où ces fictions sont médiées par une figure forte qui est celle du monstre? Comment les résultats des recherches scientifiques dans différentes disciplines au fil des décennies sont transférés, modifiés, déplacés à travers l'imagination des romanciers et des romancières. Alors, ça signifie aussi que les textes de fiction, si ces œuvres ont leur logique propre, ne peuvent pas se penser hors de la société. Ils sont toujours d'une certaine façon une relecture, une réécriture des discours sociaux. Alors, mon livre est divisé en 4 parties. Les 3 dernières portent sur des textes contemporains, à une exception près, je reviendrai. Le premier sur le 19e siècle, c'est une sorte d'archéologie de la figure du monstre. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on appelait un monstre? La définition peut-être la plus neutre que je puisse donner, c'est de dire que le monstre représente un écart excessif par rapport aux normes d'une époque. Une norme qui elle-même varie en fonction du contexte culturel, social, politique. Donc, le savoir au 19e, il faut savoir qu'au 19e siècle, des théories comme celle de la dégénérescence, de l'eugénisme, faisaient en sorte qu'on était facilement hors norme. Alors, c'est assez amusant parce que ceux qui déterminaient justement ce qui était monstrueux, dégénéré, hors norme, c'était des gens qui, eux, n'avaient pas de problème du tout avec la norme. C'était des médecins, des scientifiques qui étaient eux-mêmes de bons bourgeois blancs. Alors, qu'est-ce qu'on appelait un monstre? Ben, c'était d'une part des gens qui avaient des problèmes physiques peut-être, mais ça pouvait être aussi une femme qui prenait trop de place, des ouvriers qui revendiquaient, un étranger avec une couleur de peau différente. Donc, ça pouvait ratisser très large. Et si vous me passez l'expression, le monstre avait le dos large. Donc, les monstres étaient acceptables dans la mesure où ils jouaient leur rôle d'écart. C'est-à-dire quand ils étaient sur une scène. Les choses, évidemment, ont beaucoup évolué. Et je rappelle, en introduction d'une des parties de mon livre, une anecdote, je trouve très, très significative. C'est qu'en 1932, le réalisateur américain Todd Browning a réalisé un film qui s'intitulait Freaks, traduit en français sous le titre de La Parade monstrueuse. Todd Browning, à cette époque, est un des grands réalisateurs d'Hollywood. Il a énormément de succès. L'année précédente, il a réalisé Dracula avec Bela Lugosi, qui aura la descendance qu'on sait. Et ce film va complètement briser sa carrière. Pourquoi? Pourtant, c'est un film qui raconte une histoire en apparence assez banale. C'est une histoire d'amour et de jalousie, sauf que ça se passe dans un cirque et la plupart des gens qui sont impliqués sont des monstres, au sens où on l'entendait, c'est-à-dire femmes à barbe, siamois, nains, etc., qui vivent des relations humaines tout à fait normales, comme tout le monde. Et c'est justement cette différence entre la normalité de l'individu et ses sentiments qui apparaissait totalement inacceptable et qui a vraiment été un très grand scandale. Alors, 50 ans plus tard, David Lynch va réaliser le film The Elephant Man, qui raconte l'histoire de Joseph Merrick, qu'on appelait The Elephant Man à cause de difformités très importantes qu'il avait au visage. Et c'est un film qui a plutôt provoqué beaucoup de compassion et d'empathie. Alors, les choses ont évolué et c'est dans cette filiation, donc, que la question du monstre m'intéresse. Dans un univers social, on ne parle peut-être plus de monstre, on parle beaucoup d'altérité, d'hybridité, de différence. Donc, pour moi, penser le monstre à travers la fiction, c'est penser ce qui est en marge du monde pour repenser en même temps le centre. Alors, si vous voulez, il y a un va-et-vient intellectuel pour moi dans ce livre, un mouvement dialectique entre le commun et l'alternatif, le même et l'autre, le pathologique et le normal. Et ça conduit au fond à se demander, à se poser la question, qu'est-ce qu'être normal? Est-ce que le mot normal fait encore sens aujourd'hui?
Donc, le livre se divise en 4 parties. Première partie, je les présente très, très brièvement. Première partie, le réveil des vieux monstres qui se passe au 19e siècle, où il est question, j'analyse 4 textes français largement inconnus ou oubliés. Pourquoi? Ben d'abord parce qu'il me semble un peu inutile de faire des relectures d'ouvrages qui ont été déjà très souvent lus. Et aussi, si ces livres ont perdu une partie de leur intérêt, ou en tout cas si on les a oubliés parce qu'ils avaient quand même de l'intérêt, il y a par exemple le premier prix Goncourt en 1903, celui de John-Antoine Huneau, Force ennemie. Ben donc, s'ils ont perdu de leur intérêt, c'est peut-être parce qu'ils étaient trop collés sur leur époque. Et par le fait même, il y a une manière fascinante à travers eux de voir comment le 19e siècle parlait des monstres. Donc, dans les 3 autres parties, là, il s'agit de romans contemporains. La deuxième partie s'intitule Le monstre dans la machine, où il est question d'étranges formes d'opérations chirurgicales, transferts liés à l'informatique, apparition de personnages assez indécidables que j'associe au modèle du cyborg contemporain, donc des textes de Hubert Haddad, Anne-Marie Gara, Don DeLillo. La troisième partie s'intitule L'apparition des merveilles et autres chimères, où là, il s'agit davantage de textes liés au fantastique, même s'il y a toujours un cadre scientifique qui vient baliser la narration. Alors là, un texte d'Alain Fleischer, 4 voyageurs, 2 textes de la québécoise Caroline Georges, La mélancolie de l'anatomie, un recueil de nouvelles de l'américaine Shirley Jackson, où on voit vivre de façon autonome ce qui normalement ne vit pas ainsi. Alors, il y a une nouvelle sur le gras, une autre sur le sperme, une sur le sang menstruel, sur un fœtus, sur un œuf. C'est assez déjanté. Et un texte de Louise Erdrich, une romancière américaine très connue, qui parle dans son dernier roman d'une société qui désévolue. La 4e partie, enfin, s'intitule L'animal comme autre inaliénable. Et là, c'est le rapport à l'animal. Alors, le lien entre humain et animal, le rapport à l'animal, bien sûr, entre les espèces humaines et les différentes espèces animales, ça a une longue histoire. Mais on refuse encore souvent de se considérer nous-mêmes comme des animaux. Il y a quand même une pensée de l'animal qui s'est beaucoup développée depuis 25 ans pour toutes sortes de raisons liées à la disparition de la biodiversité, le réchauffement climatique, l'accès justement à une différence. On commence à parler de la sensibilité des animaux, de ce que signifie la pensée. Peut-on penser sans langage? Je crois que oui. Bon, alors il y a tout ça et il y a un gag de l'humoriste Pierre Dac que j'aime beaucoup, moi, qui dit « Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous ». Et bon, c'est plus philosophique qu'on croit parce que c'est une façon aussi d'expliquer que l'évolution, c'est un phénomène constant, que les espèces n'ont pas arrêté, ne sont pas arrêtées, et nous sommes en lien avec les autres espèces, et en particulier avec les mammifères. Alors là aussi, il y a 4 textes. Les animaux dénaturés de Vercors, qui est un texte de la fin des années 40 qui, à l'époque, avait eu un succès phénoménal, qui oblige, à cause de la découverte d'une nouvelle espèce, justement, qui se situe entre l'humain et l'animal, les autres mammifères, qui oblige à tâcher de définir ce qu'est un être humain. Les androïdes revêtis de moutons électriques, célèbre roman de Philip Dick qui a été adapté au cinéma par Ridley Scott sous le titre de Blade Runner, mais où on fait abstraction énormément des animaux qui sont extrêmement importants dans le roman. Suréquipé de Grégoire Courtois, qui est publié au Cartanier, qui se passe dans un avenir proche, où on nous présente une créature. En fait, c'est la création d'une étrange automobile qui est faite à partir d'animaux et qui va chambouler le rapport au monde de son propriétaire. Et enfin, je termine avec un roman qui a été le fil rouge de tout cet essai. Et là, c'est pas un roman contemporain, en fait, c'est le plus ancien. C'est Frankenstein de Mary Shelley, je l'aborde dans une perspective singulière. On oublie souvent que Victor Frankenstein, en créant son être artificiel, rappelle presque en passant ceci. Il y a une phrase dans le roman qui dit « La salle de dissection et l'abattoir me fournissaient une grande partie de mes matériaux. » C'est la seule fois où il en est question. Et donc, la créature de Frankenstein est en grande partie constituée de parties animales. Et donc, ça change complètement, justement, ce rapport à la créature artificielle.
qu'on peut voir tout à fait différemment. Et bien sûr, Frankenstein, bon, c'est un roman que moi j'adore. Et c'est un roman qui me semble fondateur pour plusieurs raisons, mais notamment par rapport au sujet de mon essai, puisque la créature de Frankenstein, c'est l'image même de la marginalité, de l'altérité qui devient aliénation, parce que la créature devient méchante parce qu'elle est rejetée à cause de sa différence. Et voilà sur quoi se termine l'essai. Donc, une quinzaine d'exemples assez diversifiés pour penser la question de la monstruosité. Et je terminerai en disant que le monstre, au fond, c'est peut-être un peu l'erreur dans le système. Le peintre Paul Klee disait que le génie, c'est l'erreur dans le système. C'est peut-être une façon de dire que le monstre, c'est une figure géniale, justement, parce elle est différente et elle nous oblige à repenser notre monde à travers elle. Et c'est aussi une figure finalement assez mélancolique parce que c'est le symbole, le symptôme d'une marginalité qu'on a souvent du mal à cerner, à saisir. C'est aussi l'intérêt pour un littéraire de parler du monstre. Le monstre, c'est ce qui, d'une certaine façon, ne se dit pas, ne peut pas s'exprimer et qui fait beaucoup rêver. Et on pourrait dire aussi, en terminant au fond, qu'on est toujours le monstre de quelqu'un et donc il ne faut pas rusher les monstres parce qu'on est toujours un peu d'une manière ou d'une autre. C'est ce que la fiction nous révèle.